Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Vive inquiétude dans le Var, un puissant incendie s'est déclaré à la mi-journée à Puget-sur-Argence. 1000 hectares ont déjà brûlé, des milliers de personnes ont dû quitter les campings. Le feu serait d'origine criminelle. Cette zone proche de Fréjus et de Roquebrune avait déjà été touchée par les flammes il y a 2 ans. Une jeune femme à la tête des patrons, c'est Laurence Parisot qui succède à Ernest-Antoine Sellière à la présidence du MEDEF. Elle souhaite moderniser l'image des chefs d'entreprise et prône une réforme du Code du travail. Le suspense à Singapour à quelques heures du choix du comité olympique. Jacques Chirac est arrivé sur place pour défendre la candidature de Paris. La France sera le premier des 5 pays candidats à passer le grand oral cette nuit. Décision demain à 14 heures au plus tard. Les ministres de l'Intérieur des 5 plus grands pays européens ont décidé d'affréter des charters groupés pour reconduire les clandestins dans leur pays. Les avions s'arrêteront dans plusieurs capitales si nécessaire pour embarquer les personnes expulsées. George Bush, seul contre tous sur la question du réchauffement climatique. Le protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre était un accord pourri pour l'économie américaine, indique le président américain à la veille du G8. Ce sera l'un des 2 grands sujets abordés. Enfin, Lance Armstrong prend le pouvoir au Tour de France. Sa formation a remporté le contre-la-montre par équipe. L'Américain endosse le maillot jaune. Il compte plus d'1 minute 20 d'avance sur ses principaux concurrents. Tout de suite donc, direction Puget-sur-Argence, près de Fréjus dans le Var. C'est à la mi-journée aux portes de la ville que l'incendie s'est déclaré. Un feu très virulent qui continue ce soir à progresser. De très gros moyens venus de toute la région sont sur place. Olivier Théron, Nils Brunelli. Quand le feu charge, avec ses flammes de 10 mètres de haut, le combat est inégal. Il faut se replier. Dès que la rafale de flammes est passée, les pompiers en poncho inifugé repartent au combat. Il faut tenir la ligne de front, dompter le feu, qui depuis 14 heures a dévasté près de 900 hectares. Paris devant la sauce! Le feu, comme toujours, a suivi la piste du vent, un Mistral violent, qui a poussé les flammes à 70 km/h. Très vite, 400 pompiers du Var et des Alpes-Maritimes se sont déployés. Cause, transmet. Tu vas voir largage avion là. On t'a bien pris. 7 Canadair et 2 trackers ont enchaîné les largages. La Méditerranée des vacances n'est qu'à quelques kilomètres. Les pompiers ont tenu, le feu est bloqué. Sur les 6 campings évacués, un seul sera touché. Mais c'est tout l'est du Var qui est paralysé. Routes coupées, 5000 foyers sans électricité. Alors que tout semblait fini, le vent a tourné presque à 180 degrés. Le feu est reparti vers le sud. Nous avons aujourd'hui, comme c'est assez fréquent dans cette zone, une bascule de vent, c'est-à-dire que le vent est passé de l'ouest à l'est. Donc il faut réadapter le dispositif et le feu se dirige à l'heure actuelle vers Roquebrune avec une atténuation un tout petit peu du vent. Un vent qui fléchit et une température qui baisse, ce sont les points positifs pour la nuit qui s'annonce. En revanche, les pompiers seront seuls dès la tombée du jour. Les Canadair vont arrêter leur rotation. Et sur place, vous l'avez compris, les vacanciers sont déjà très nombreux dans les campings. Plus de 10 000 personnes ont dû quitter leur tente ou leur résidence. Anouk Burel, Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. Le feu a gagné leur caravane, les a surpris d'un coup. Avec les moyens du bord, ils luttent contre les flammes, mais il faut évacuer. Devant leurs yeux, à quelques mètres à peine, la forêt brûle encore. 6 campings de Fréjus ont été évacués. On n'a pas bien pompé depuis que le feu a commencé, depuis midi, 1h30. Hein. Entre midi et 1h, c'est commencé. Voilà. Il y a des gens qui ont évacué là déjà? Tout le monde est pratiquement évacué, pratiquement. Non, laisse-le là. Le feu a pris dans ce camping aussi. Voilà, partez de toi. Double. Mais nous sommes à leurs ordres et je pense qu'ils contiennent le feu pour le moment. Il a fallu évacuer tout le camping? Par précaution et pour le respect de nos clients et selon les instructions qu'on a reçues. À la va-vite, on met à l'écart ce qui serait susceptible d'exploser. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Elles ont tout quitté, emporté quelques sacs, quelques bagages, loin des campings. On nous a évacués parce que c'est trop dangereux.
Donc on attend. On a eu le temps de faire les bagages, tout à fait. Donc on a tout pris, on a fermé le mobil-home et puis on est là. 800 personnes passeront la nuit sur une base de loisirs à Fréjus. Les autres devraient être hébergés en urgence. En direct sur place, on retrouve Nathalie Jourdan. Bonsoir Nathalie, où en est-on ce soir? Bonsoir. Écoutez, ce soir le feu est en passe d'être fixé. Les pompiers sont plutôt optimistes, mais ils préfèrent rester prudents. La météo annonce effectivement que le vent doit s'essouffler. Ils redoutent simplement une nouvelle bascule de vent. Pour l'instant, le vent est plutôt calme. Les menaces qui pesaient sur le village de Roquebrune sont désormais écartées. Les avions tournent toujours. On a procédé à la coupure d'une ligne à haute tension, une ligne de 220 000 volts pour pouvoir permettre aux moyens aériens d'effectuer leur largage. Mais ça a eu des conséquences. Il y a actuellement 45 000 foyers qui sont privés d'électricité. En ce qui concerne les personnes évacuées, les 6 campings évacués, on compte donc 10 000 personnes qui devraient pouvoir regagner leur camping dès ce soir, mais qui devront probablement passer la nuit dans le noir. Merci Nathalie. Alors ce sont les mêmes scènes, les mêmes images, presque au même endroit. On se souvient que c'est déjà autour de Fréjus que les incendies avaient fait le plus de ravages et même de victimes il y a 2 ans. C'est encore le massif des Morts qui est en feu. Loïc Delamornay, Christophe Widman. Il y a encore quelques jours, ces 2 bénévoles de la surveillance des forêts jouaient les oiseaux de mauvais augure. C'est une zone sensible parce que c'est une partie qui n'a pas brûlé en 2003, donc comme on voit encore, il y a beaucoup de végétation qui est encore très dense, donc effectivement c'est une zone qui risque d'être attaquée cette fois, bien sûr. Leur sombre prédiction vient malheureusement de se réaliser. Zone la plus dense du Var, un département déjà couvert à 80% de maquis et forêts, le massif des Morts est par essence une zone à haut risque. Il connaît régulièrement, au moins une fois par décennie, des incendies dévastateurs. En 2003, plus de 70 000 hectares de forêt étaient déjà partis en fumée, c'est 7 fois la surface de Paris. Pourtant, la surveillance, la création de haies et le débroussaillage sont rigoureux. Mais le massif des Morts a plusieurs handicaps. C'est d'abord une zone dense et difficile d'accès pour les pompiers en cas d'incendie. Ensuite, une autoroute le traverse, d'où le risque accru de déchets ou de cigarettes jetées d'une fenêtre. Cette autoroute facilite aussi parfois l'accès des pyromanes au cœur du massif. Les enquêteurs ne le savent que trop bien. Zone ultra sensible, le massif des Morts est le terrain de jeu préféré des pyromanes qui sont à l'origine de la majorité des incendies. Durant l'été 2003, 24 personnes avaient été arrêtées. L'incendie volontaire, s'il est suivi de victimes, est un crime passible de la réclusion à perpétuité. Toujours dans la région, mais cette fois côté Alpes-Maritimes, un autre feu a parcouru une centaine d'hectares près de Villeneuve-Loubet. L'incendie serait parti d'une décharge. Il a pu être assez rapidement maîtrisé. Des incendies aussi en Espagne ou encore au Portugal, dans cette forêt domaniale à une quarantaine de kilomètres au nord de Lisbonne. 5 pompiers ont été brûlés en combattant les flammes, 8 autres intoxiqués par l'épaisse fumée qui a recouvert la région. Rappelons qu'il y a 2 ans, le pays avait connu un été rouge avec 420 000 hectares détruits. Les feux avaient fait 20 morts. En France, c'est un coup de jeune pour le MEDEF. Le nouveau patron des patrons est donc une patronne. Laurence Parisot, 45 ans, présidente de l'Institut de sondage IFOP, a été élue au premier tour. Elle succède à Ernest Antoine Sellière, Martin Gouès, Madi Diawara. Maintenant au MEDEF, on fait la bise au patron. Laurence Parisot succède donc à Ernest Antoine Sellière. Une femme à la tête des patrons, c'est le premier symbole. Mais au sein du MEDEF, on se défend de faire une différence. C'est pas que ce soit une femme ou pas, c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui a la volonté, qui n'a pas peur et qui connaît les problèmes. Second symbole, Laurence Parisot vient du monde des services. Un secteur qui représente aujourd'hui 6 emplois sur 10. C'est la fin de la domination de l'industrie dans l'organisation patronale. Laurence Parisot se veut consensuelle, mais elle affiche son libéralisme. La liberté de penser s'arrête là où commence le droit du travail. Aujourd'hui, le droit du travail est un empilement parfois illogique, je dirais kafkaïen, qui empêche tout le monde, chef d'entreprise, cadre, salarié, de s'organiser efficacement. Dans son entreprise, l'IFOP, un institut de sondage, son bureau sera souvent vide. Elle passera la plupart de son temps au MEDEF, mais ici, elle reste une patronne qui sait ce qu'elle veut.
elle est peut-être de temps en temps un peu dans la volonté, dans l'urgence, dans l'envie de voir le plus rapidement possible des effets. Laurence Parisot reste toutefois une exception. En France, un peu plus d'une entreprise sur 10 est aujourd'hui dirigée par une femme. Un mot de politique avec l'adoption du projet de loi qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre son plan pour l'emploi. Le groupe UDF a finalement décidé de voter contre, tout comme le PS et le PC. Le PS qui avait déposé une motion de censure repoussée sans surprise devant un hémicycle clairsemé. Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste, s'en est surtout pris à Jacques Chirac. Il a estimé que la France est passée d'une crise de confiance à une crise de régime. Jacques Chirac, qui ne l'aura sans doute pas entendu, le président de la République est arrivé tout à l'heure à Singapour pour défendre la candidature française aux Jeux Olympiques de 2012. Singapour en pleine effervescence. C'est demain que sera rendue la décision. L'une de nos équipes était dans l'avion avec le chef de l'État. Reportage Véronique Saint-Olive, Édouard Perrin. Roissy, 21h hier soir. La voiture du président de la République arrive sur le tarmac. Jacques Chirac embarque, 13 heures de vol, destination Singapour. Et 10 717 km plus tard, Jacques Chirac est tout de suite plongé dans le bain. Dès l'aéroport, Jean-François Lamour et Bertrand Delanoë donnent les dernières informations. Voilà. Alors attention, personne ne dit qu'on connaît le verdict. Monsieur le Président, je peux juste vous demander, est-ce que vous avez bon espoir? J'ai toujours bon espoir. C'est un beau projet, il est bien mené, nous sommes bien représentés. Et donc, j'ai espoir. Mais l'ambiance est tendue et un journaliste interpelle le président qui aurait reproché récemment aux Anglais d'avoir introduit la vache folle en Europe. Est-ce que vous aimez le roast beef, monsieur le président? Je suis venu ici pour supporter une candidature. Est-ce que vous avez et nous sommes dans le monde olympique. Ça veut dire le fair play. Côté français, on joue l'union sacrée. Qu'on soit vraiment tous réunis pour le rush final, c'est très important. Et tous ensemble peaufinent la présentation de la candidature de demain. Le président de la République sera là demain matin pour la présentation officielle de la candidature française. En 3 minutes, il devrait dire son enthousiasme pour ces Jeux. Ce sera mon petit plus, nous a-t-il confié. Tony Blair, en effet, a dû repartir dès ce soir pour être présent demain en Écosse et accueillir ses hôtes du G8. Côté français, on l'a aperçu, ces dernières heures ont été consacrées aux ultimes préparatifs avant le grand oral devant le comité olympique. Les membres de Paris 2012 disposeront, comme leurs concurrents, d'1 heure pour convaincre. Manuel Tissier et Vincent Bouffartig sur place à Singapour. La fièvre du mardi soir. Marie-Josée Pérec et les plus grands sportifs français s'installent à Singapour dans la bonne humeur. À quelques heures du verdict, Paris 2012 sort sa galerie de médaillés. Une équipe impressionnante et impressionnée. Exceptionnellement, les champions seront spectateurs demain. Ça bouillonne un petit peu à l'intérieur, quoi. C'est vraiment, c'est comme une approche de compétition. C'est une pression différente, hein. T'as une petite boule au ventre et une pression et tu peux rien faire, quoi. Tu contrôles rien, t'es juste là et t'attends avec impatience qu'on ait la victoire, quoi. Mais je n'enlève pas la phrase. Les acteurs de la candidature, eux, règlent les derniers détails de leurs interventions. Répétition générale à huis clos pour peaufiner les 45 minutes de présentation de ce fameux 6 juillet. Un peu de fébrilité pour certains, mais les plus aguerris sont déjà dans le match. D'accord. Quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a personne, ça marche toujours sensationnel. Mais là, il faut qu'on a encore un peu de travail à faire quand même. Ouais, il y a beaucoup de travail. Non. On va affiner, on va rechercher le centième de seconde. Mais ça, on connaît. Il y a un peu de stress quand même là maintenant. Pas du tout, non. Peut-être demain. Il est 2 h du matin à Singapour, la nuit la plus longue pour tous les candidats. Maintenant les dés sont plus que lancés, quoi. Ils sont en train de dérouler le tapis et ils s'arrêteront demain. Le travail est bien fait et a été fait. 5 nations attendent ce soir un verdict prévu demain à 13h46 heure française. La cérémonie d'ouverture de la 117e session du CIO vient de se terminer. Singapour va passer une journée au centre du monde. Et précisément à Singapour, on retrouve en direct Florent Gautreau. Bonsoir Florent, il est 2 h du matin chez vous, tout le monde est parti se coucher et demain matin, ce sont les Français qui ouvrent le bal.
Ouais, et si la nuit, David peut porter conseil aux membres du CIO qui vont voter, elle va sans doute être un peu difficile pour ceux qui vont plancher. C'est un peu comme pour le bac, il y a ceux qui révisent jusqu'au dernier moment et puis ceux qui préfèrent décompresser. Dans la première catégorie, il y a Jean-François Lamour qu'on a eu au téléphone et qui nous a dit qu'il allait se lever très tôt et qu'il allait jeter un petit coup d'œil sur les fiches. Henri Serrandour, le président du comité olympique, fait partie de la deuxième catégorie. Il va aller nager un petit peu dans la piscine de son hôtel demain vers 6h30 du matin. Alors beaucoup de conjectures, mais peu de certitudes, ça c'est sûr. On ne sait pas évidemment pour qui les membres du CIO vont voter. Alors on se raccroche à la moindre phrase, comme celle de Jacques Roch qui a dit que ce n'est pas Beckham qui ferait gagner Londres. Évidemment, grande satisfaction côté parisien. On s'est dit que la stratégie choisie était peut-être la bonne. On a connu la positive attitude. Maintenant, c'est la modestie attitude côté français. Pas question de sortir Zidane du chapeau comme il y a 4 ans à Moscou lors de la dernière candidature parisienne. On préfère les sportifs appartenant à des sports à forte tradition olympique comme David Douillet, Laura Flessel ou Stéphane Diagana. Puis David, un petit peu de fair play, comme l'a dit le président Chirac dans cette lutte sans merci. Les costumes de la délégation masculine française ont été dessinés par Oswald Boateng, un londonien qui est le directeur artistique d'une grande marque de haute couture. Vous le voyez, l'entente cordiale est encore possible entre Londres et Paris, du moins pour quelques heures encore. Merci Florent. Et le moment est venu de s'arrêter un instant sur ceux qui ont la décision entre les mains, les 116 membres du Comité international olympique. Qui sont-ils? Comment voteront-ils? Aaron Tanzit, explication. Tout va se jouer ici, dans le plus grand hôtel de Singapour. Si les membres du CIO y ont pris leur quartier, ils vont surtout y voter. Demain, dans ce salon, ils seront 99 à prendre part au premier tour. Espagnols, Anglais, Russes, Américains et Français ne pouvant pas voter tant que leurs favoris restent en lice. On distingue 3 grandes familles, les sportifs. Notamment la Marocaine Nawal El Moutawakil, championne olympique en 1984 et présidente de la commission d'évaluation. Ou encore Hicham El Guerrouj, médaillé d'or à Athènes. Les présidents de fédérations ou de comités olympiques, comme l'ancien président de la Fédération internationale de football, Joao Havelange, présent depuis 1963. Son successeur, Sepp Blatter, est également membre. Enfin, les familles royales, telles que le prince Albert II de Monaco ou la princesse Anne d'Angleterre, arrivée à Singapour il y a déjà 2 jours. Un vote électronique grâce à cette petite calculette, une touche par ville, une autre pour valider son choix. Si aucune ville n'obtient la majorité au premier tour, celle qui a recueilli le moins de suffrages est éliminée, et ainsi de suite. Seuls les scrutateurs et le président connaissent l'ensemble des résultats qui ne sont absolument pas communiqués aux votants. Un moyen radical d'empêcher les alliances ou les influences. Mathématiquement, il ne peut y avoir que 4 tours au maximum. Le vote est clos dès qu'une ville obtient la majorité absolue. Résultat demain à 13h30. Et édition spéciale sur France 2 dès 3h du matin. Ce sera au tour de Daniel Bilalian. Et puis bien entendu, la décision, vous pourrez la vivre en direct. Ce sera donc un peu avant 14h en direct sur France 2. Ces derniers jours, dans ce journal de 20h, nous vous avons présenté les dossiers de New York, de Moscou et de Madrid. Dernière capitale opposée à Paris. On dit d'ailleurs qu'il s'agit du concurrent le plus sérieux, Londres, qui n'a plus accueilli les JO depuis 1948. Sur place, Laurent Boussier, Roy Connelly. 3,25 contre 1 pour Londres, 3,25 € empochés pour 1 € misé, 1,44 contre 1 pour Paris, 1,44 € empochés pour 1 € misé. Il y a comme ça des signes qui ne trompent pas. La remontée de la cote de Londres chez les bookmakers en est un. Toute la presse soutient Londres maintenant. Il y a un élan formidable. Et le pays commence à penser que ce serait une bonne chose pour Londres. Coude à coude, c'est le terme employé aujourd'hui par la presse londonienne qui critique le président Chirac pour ses propos sur la cuisine britannique. La tension est donc palpable et comme David Beckham, les stars du sport britannique sont évidemment mises à contribution. Ça serait bien que les Jeux Olympiques soient dans mon quartier. Son quartier, c'est l'Est de Londres, là justement où devrait être construit un immense complexe sportif avec village olympique, stade d'athlétisme, centre aquatique, vélodrome, etc., etc. Image de synthèse évidemment, parce que pour l'instant, le quartier ressemble plutôt à ça, terrain vague et petites industries. Et puis il y a les transports, un problème pour lequel les organisateurs ont promis de faire des efforts. Londres a déjà eu les Jeux Olympiques à 2 reprises, mais c'était il y a longtemps, 1908 et 1948, depuis presque rien, si ce n'est la Coupe du Monde de foot en 1966. C'est ici à Trafalgar Square que demain les Londoniens apprendront si leur ville a été retenue ou pas pour les JO de 2012. Ce soir, ils y croient. Parti très loin derrière Paris, Londres a refait ces derniers temps la majeure partie de son retard.
En France, actualité judiciaire. David Otia, le meurtrier présumé de la famille Flactif dans le chalet du Grand Bornand, a été condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal d'Annecy pour une série de vols commis avant et après le drame. On en parlait hier. Les juges ont suivi les réquisitions du procureur. Le procès a révélé qu'avec l'un de ses amis, il constituait le noyau dur d'une bande de cambrioleurs qui a écumé la Haute-Savoie en 2002 et 2003. En ce qui concerne le crime lui-même, le procès aura lieu dans quelques mois au moins. Le dossier n'est pas encore bouclé. La fin du G5 à Évian, sommet consacré à la lutte contre l'immigration irrégulière. Eh bien, les ministres de l'Intérieur des 5 grands pays européens ont décidé, sur proposition du gouvernement socialiste espagnol, d'organiser des expulsions groupées par charter pour reconduire les clandestins dans leur pays. Gilles Marinet, Guillaume Fautra. Pour expulser des immigrés clandestins, la France, l'Allemagne et l'Italie ont déjà affrété des avions en commun. Les ministres de l'Intérieur de ces 3 pays, plus le Royaume-Uni et l'Espagne, ont décidé aujourd'hui de systématiser ces vols groupés. L'expulsion devient clairement une affaire européenne. Si par exemple il y a des Roumains en situation irrégulière en Espagne, en France, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, eh bien nous organiserons un vol groupé qui prendra dans un certain nombre de villes ou capitales ces étrangers expulsés et qui les raccompagnera à Bucarest. C'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. La méthode permet d'afficher une fermeté commune. Il s'agit aussi de partager des moyens, de réaliser des économies. C'est le gouvernement socialiste espagnol qui est à l'origine de cette collaboration approuvée par François Hollande avec quelques réserves. Lorsque des personnes sont en situation irrégulière, lorsque la décision de justice est tombée, il est légitime que ces personnes soient reconduites. Il faut ensuite utiliser les moyens qui sont prévus. S'il doit y avoir des reconduites, elles doivent se faire de manière humaine. Les 5 ministres de l'Intérieur réunis à Évian ne veulent plus d'expulsions violentes comme celle-ci qui avait eu lieu sur un aéroport français. Les policiers seront préparés à cette tâche et les avions réservés aux expulsés sans autres passagers. Les Français déménagent de plus en plus, c'est une étude de l'INSEE qui le révèle. Un tiers des ménages ont changé de domicile ces 5 dernières années et parmi eux, une bonne partie a même changé de région. En gros, quand on est jeune, on va s'installer dans les grandes villes. Une fois la quarantaine arrivée et en famille, on repart à la campagne. Dominique Chimbakala, Francis Mazoyer. Voici la famille Declercq. Lui était consultant, elle responsable marketing d'une société informatique. Il y a 2 ans, avec leurs 3 enfants, ils quittent Paris pour la périphérie de Bordeaux, sans regret. Notre choix était d'avoir plusieurs enfants, donc il fallait trouver une solution pour pouvoir à la fois travailler et puis s'occuper d'eux en même temps, ce qui n'était pas faisable à Paris. Pour Sandrine Blasquez, même chemin en sens inverse. Il y a 5 ans, elle était responsable d'une boutique de prêt-à-porter à Bordeaux. Arrivée à Paris, elle travaille dans la même entreprise, mais gère désormais un réseau de 30 boutiques. Dans ma profession, souvent les postes à entre guillemets responsabilité sont souvent sur Paris, à la capitale. Entre 1999 et 2004, près de 4 millions de Français ont changé de région. En tête des zones les plus attractives, le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. L'Île-de-France, la Champagne-Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais, eux, ont perdu plus de population qu'ils n'en ont accueilli. Une mobilité fortement conditionnée par l'âge. L'enseignement de cette enquête de recensement 2004, c'est que l'Île-de-France reste attirante entre 20 et 30 ans, et qu'elle cesse de l'être au-delà de 30 ans. Il y a plus de départs vers les autres régions de province que d'arrivées en Île-de-France. Plus on avance en âge, plus la famille s'élargit et moins on s'accommode du stress de la capitale. Finalement, le bonheur est peut-être dans le pré. Un colloque à l'Assemblée nationale sur la Marseillaise. C'est un vieux débat. Faut-il modifier les paroles de l'hymne national? Pour certains, elles sont trop violentes, trop guerrières et il faudrait les remplacer par un texte exemplaire. La majorité des participants n'était pas de cet avis. Valérie Fournieu, Dominique Bonnet. Allons enfants de la patrie, que le jour de gloire est... Affaire Palier, Rouget de Lille, hésitant et bien timide, ces Français. Formez vos bataillons, marchons, marchons. Allons enfants de la patrie... Sylviane s'en sort mieux, elle fait partie des 72% de Français attachés à la Marseillaise et qui aimeraient bien que les enfants l'apprennent à nouveau à l'école. Ce qui était le cas du temps du général de Gaulle. La Marseillaise.
Allons enfants de la patrie, le jour... Mais certains, aujourd'hui, trouvent ces paroles trop guerrières. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Je les trouve odieux, je trouve que ce sont des vers odieux qui doivent être modifiés, oubliés, qu'il faudrait réécrire un autre texte, je ne suis pas contre. On va peut-être le situer dans son contexte de l'époque, mais je ne pense pas violent, non. C'est des valeurs qui sont complètement dépassées. C'est pas un chant très pacifiste. Ouais, en plus. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces Même si des présidents l'ont chanté plus ou moins juste, la Marseillaise reste un symbole du patrimoine français qu'il faut célébrer, chanter et ne pas modifier. C'est ce qui ressort d'un colloque tenu ce matin à l'Assemblée nationale. Si on présente la Marseillaise comme l'héritage révolutionnaire, le symbole de la République, on suscite l'adhésion des Français, notamment des jeunes Français. Puis il faut savoir que dans le monde entier, la Marseillaise est connue. Lorsque les jeunes Chinois, place Tiananmen, affrontaient les chars sur la place de Pékin, ils chantaient la Marseillaise. Plus de 80% des Français estiment que l'hymne national est patriotique, symboliquement fort et représente bien la France. L'ouverture du G8, les dirigeants des 8 pays les plus industrialisés du monde vont se retrouver en Écosse à partir de demain. L'un des deux grands sujets abordés sera l'environnement et la limitation des rejets de gaz à effet de serre. Sur ce dossier, George Bush est seul contre tous. Le président américain vient de réaffirmer, je cite, que le protocole de Kyoto était un accord pourri pour l'économie américaine. Agnès Monteux. C'est de lui que dépend le sort de la planète. Ils l'attendent à Édimbourg et ils sont 7 à vouloir le convaincre. Les États-Unis n'ont pas signé les accords de Kyoto et l'affaire n'est pas encore entendue. J'ai rejeté les accords de Kyoto parce que cela aurait été désastreux pour notre économie. C'est un mauvais accord pour l'économie américaine. J'ai pensé qu'il y avait de meilleures solutions. Kyoto, un accord pourtant historique pour l'environnement. En 1997, 38 pays s'engagent à baisser les rejets de gaz à effet de serre, moins 5,2% d'ici 2008-2012 par rapport à 1990. Depuis, 141 pays ont ratifié le traité, dont 7 du G8, il ne manque que les États-Unis. Le pays pourtant le plus pollueur de la planète avec presque 2 fois plus de rejets que l'Europe. Qu'importe, énergie renouvelable, voitures à hydrogène, George Bush est persuadé que ces nouvelles technologies auront tout réglé d'ici 40 ans. Mais dans son propre pays, il y a de nombreuses oppositions, comme Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie, qui a décidé de s'attaquer lui-même à la pollution, de légiférer sur les rejets de gaz à effet de serre dans son propre État. Et ironie du sort, sur ce dossier, Tony Blair et Jacques Chirac vont donc se trouver côte à côte face à George Bush. Autre grand sujet de ce G8, nous vous en parlons depuis une semaine, la lutte contre la pauvreté en Afrique. Alors on évoque souvent la corruption et le gaspillage, et bien voici une expérience étonnante. Pour la première fois, un pays, le Tchad, a placé l'exploitation de ses ressources naturelles, en l'occurrence le pétrole, sous le contrôle de la Banque mondiale. C'est elle qui décidera de débloquer ou pas une partie des recettes en fonction des projets proposés pour développer le pays. Envoyés spéciaux Éric Monnier, Frédéric Guiraud. Longtemps, le projet fut controversé. Le pétrole allait-il vraiment faire le bonheur des Tchadiens? Depuis 1 an et demi, les 300 puits de Doba crachent 225 000 barils jour. Spectaculaire résultat, 38,5% de croissance économique l'an dernier. Une manne pour l'un des pays les plus pauvres de la planète. Autour des installations, pourtant, on se plaint de ne toujours pas en avoir vu la couleur. Vous pensez pas que ça va s'arranger un jour? Même pas. Ça va s'arranger du moment où je suis en train de crever. Même pas. Ça va s'arranger du moment où je suis en train de crever. En aucun espoir. Tout pourtant devrait être différent. La Banque mondiale a soutenu le projet pour éviter les gabegies congolaises ou nigérianes. Elle bloque une bonne partie des revenus pétroliers sur un compte bancaire à l'étranger. Le Tchad ne peut utiliser cet argent à sa guise. La communauté internationale a un droit de regard. Le but poursuivi ou recherché par la Banque mondiale, c'est d'aider le Tchad à générer donc des revenus importants qui peuvent être orientés dans des secteurs ayant un impact sur la réduction de la pauvreté. En clair, des écoles, des dispensaires, plutôt que des achats d'armes. Pour le vérifier, un comité a été créé. Ses membres, issus de la société civile, sont les garants de la transparence. Ils donnent leur aval pour la réalisation d'infrastructures comme celle-ci. Dobian Assingar, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, a accepté de devenir membre de ce comité, non sans en ignorer les limites. Je ne peux pas certifier qu'on va enrayer la corruption ou bien contrôler entièrement
les quantités du pétrole qui sont vendues sur le marché international. Donc je ne me fais pas d'illusions, mais c'est mieux que rien. Au cœur du pouvoir tchadien aussi, officiellement, on joue le jeu, mais pas question de voir le pays mis sous tutelle. C'est vrai que c'est une première, que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Si ça marche, tant mieux pour nous. Si ça ne marche pas, donc nous allons revoir en fait, le moment venu. Donc nous avons les mains libres et ça c'est une question exclusivement de la souveraineté du Tchad. Dans la région pétrolifère, il pleut toujours dans les dispensaires. Et les écoles doivent se contenter pour l'instant de quelques bancs, généreusement offerts par Esso, chef de file du consortium qui exploite le pétrole tchadien. La Banque mondiale répond que transparence rime avec patience. Il faudra donc attendre pour savoir si le Tchad, jadis réputé pour ses guerres et ses coups d'État, est devenu modèle de bonne gouvernance. Quant au sommet de l'Union africaine réuni en Libye, il a formulé 2 demandes au G8 sur le terrain économique, l'annulation totale de la dette de l'Afrique et la suppression des subventions agricoles en Europe comme aux États-Unis qui permettrait selon eux d'écouler les produits africains sur les marchés du Nord. La santé avec cette étude menée dans 4 pays d'Europe, y compris la France. Les enfants respirent un air généralement plus pollué à l'intérieur des écoles qu'à l'extérieur, ce qui affecterait d'ailleurs leur performance. Les salles de classe sont mal aérées et le confinement favorise les concentrations de polluants. Isabelle Quintard et Lise Menant. Ce ne sont pas les fenêtres qui manquent, et pourtant dans les salles de classe, c'est souvent la fournaise. À cause du bruit, certaines fenêtres restent fermées. Dans cette classe, le personnel tente malgré tout d'aérer au maximum. En général, les dames de service nous ont laissé les fenêtres ouvertes, donc la classe a été aérée durant la nuit, tout au moins les fenêtres du haut. Nous fermons l'hiver et au moment des récréations, quand les enfants sont sortis, j'aère la salle. Est-ce suffisant pour que l'air soit renouvelé? Visiblement, plusieurs études françaises ont montré que certaines écoles étaient particulièrement mal ventilées. Conséquence, une mauvaise qualité de l'air et la dispersion de polluants comme le formaldéhyde, un irritant que l'on retrouve dans la colle, les feutres ou le bois aggloméré. Il y a un certain nombre de symptômes qu'on peut voir sur les enfants, qui sont par exemple des problèmes d'irritation des muqueuses, des problèmes de maux de tête, somnolence, d'autres symptômes liés à la transmission de maladies comme la grippe, le rhume ou les maladies d'origine virale, et également un impact sur les phénomènes d'asthme et d'allergie. Et les performances scolaires en pâtissent. Une étude danoise a constaté que les résultats des tests de lecture et de compréhension étaient améliorés de moitié lorsque le volume d'air était multiplié par 2. On va se quitter pour 2 mois de vacances. C'est aujourd'hui la fin de l'année scolaire, l'occasion de méditer ses conclusions et de prendre de bonnes résolutions. La santé toujours, des chercheurs japonais ont présenté une invention, vous allez le voir, étonnante. Elle est destinée aux personnes âgées devenues faibles ou à celles qui souffrent d'un handicap léger ou passager. Il s'agit d'une combinaison qui amplifie la force physique. Elle s'installe sur les bras, le dos, les jambes. Reliée au nerf du porteur, elle l'assiste dans ses mouvements. Laurence Decherf. Ni un déguisement sorti de la guerre des étoiles, ni le nouvel équipement des joueurs de football américains. Cette panoplie est peut-être l'arme du futur contre la vieillesse. Un costume qui donnerait 2 fois plus de force et faciliterait ainsi les mouvements des personnes âgées. Attachée aux jambes, aux bras et sur le dos, cette armure est équipée d'un ordinateur, de moteurs et de capteurs qui détectent les signaux électriques nerveux transmis par le cerveau. Et quand le cerveau commande un mouvement, le robot file un coup de main. Une armure pour pallier le manque de muscles, mais peut-être aussi certains handicaps. En portant ce costume robotisé, les gens qui souffrent de lésions cérébrales pourront mener une vie quotidienne indépendante. Quand les Japonais frappent fort en matière de robotique, les Américains, eux, bardent leurs soldats d'électronique. Casque GPS, armure 2 fois plus légère et truffée d'innovations d'ici 2010. Des costumes du futur que les Superman et autres super-héros pourraient nous envier. Un beau spectacle gratuit auquel vous avez peut-être assisté si vous habitez Châteaudun ou la région. L'Armée de l'air a commencé les répétitions du 14 juillet, une centaine d'appareils au total. Dans l'un d'entre eux, nos envoyés spéciaux Thierry Curtet, Jean-Yves Blanc. Derrière visuel, un avion, 2, 3, 4... 4 chasseurs, c'est juste l'escorte du Boeing ravitailleur. Dans le ciel de Paris, le jour J, il y aura 94 avions ou hélicoptères de 22 types différents.
Une telle coexistence n'arrive jamais sur un théâtre d'opération. Du coup, pour les équipages, le défilé aérien est une mission unique. En plus d'un alignement parfait, d'une formation serrée, il faudra être à l'heure à 3 secondes près. Et ce n'est pas la seule difficulté. Alors comme il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de vitesses de passage différentes, puisque chaque type d'avion a des vitesses privilégiées pour voler. Et donc pour ça, il a fallu élaborer de nombreux circuits d'attente. Un casse-tête pour l'état-major. Et s'il y a une telle variété cette année, c'est parce que la France a invité 7 autres aviations européennes. Toutes les occasions sont bonnes pour construire l'Europe de la défense. Mais pour tous, les consignes du général sont les mêmes en cas de pépin au plus mauvais moment. Donc un pilote qui a des difficultés, qu'est-ce qu'il doit viser? Il vise plutôt un bois en extrémité de Paris, mais sachant qu'un avion, de toute façon, avant de s'écraser, évidemment, vole plusieurs kilomètres avant de tomber. C'est déjà arrivé, ça? Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Aucun tabou donc, toutes les procédures sont évoquées. Ce sera la seule fois de l'année où Paris sera survolé à faible altitude. La mode avec le début demain des collections automne-hiver 2005-2006 à Paris. La star cette année, c'est Giorgio Armani. À 72 ans, ce Milanais est le couturier le plus vendu dans le prêt-à-porter. Il vient de se lancer dans la haute couture. Estelle Collin, Éric Delagneau. Demain, le défilé. Aujourd'hui, rien n'est prêt. Mais ce serait bien mal le connaître. Giorgio Armani maîtrise tout. Suivre ce staccanoviste de 72 ans relève du marathon. Aujourd'hui, l'infatigable couturier s'est lancé un défi de plus, faire de la haute couture, lui, le roi du prêt-à-porter. Cadeau que je me suis fait, parce qu'enfin, c'était pas nécessaire. Le cadeau, ce n'est pas à lui qu'il l'a fait, mais à la marque. C'est pour rajeunir la marque, faire voir que la marque est toujours brillante. C'est important pour mon travail. C'est comme faire, je ne sais pas combien de pages publicitaires, ou plutôt monter des palais de 8 étages. Et c'est aussi comme faire de la Formule 1 pour une marque automobile. 30 ans de carrière, pas un échec. Aujourd'hui, Giorgio Armani est le couturier le plus riche du monde. Moi, je pourrais tranquillement me retirer, m'amuser avec mon argent, mais ça ne m'intéresse pas, enfin. Parce que mon travail, c'est ma vie. Et si je quitte mon travail, c'est comme quitter la vie. Une seule robe comme celle-ci sera commercialisée par pays. Le prix entre 18 000 et 65 000 euros. Mais bâtir seul comme Giorgio Armani un tel empire a un prix. Tout le monde pense que je suis très occupé, avec des amitiés importantes. Et souvent, je suis seul. Les sports, il n'aura fallu que 3 jours à Lance Armstrong pour devenir le patron du Tour de France. À l'issue du contre-la-montre par équipe aujourd'hui, l'Américain endosse le maillot jaune et il repousse ses principaux concurrents à plus d'1 minute 20 au classement général. Nathanaël de Rinxin, Emmanuel Beck. C'est ce qui s'appelle un coup de théâtre. À 2 km de l'arrivée à Blois, David Zabriskie, 3 jours seulement après avoir endossé le maillot jaune, c'est une nouvelle fois fait remarquer. L'Américain se dit lui-même maladroit sur un vélo. Cet après-midi, il a aussi été malchanceux. Avec 2 secondes d'avance sur Lance Armstrong, son beau maillot jaune ne tenait déjà qu'à un fil. Lorsqu'il passe la ligne dans sa tunique déchirée, Zabriskie accuse un retard d'1 minute 28. Le maillot jaune a changé d'épaule. Je pense que physiquement ça avait l'air d'aller. C'est plutôt dans la tête qu'il est forcément déçu parce que si on gagne un chrono comme ça avec 2 secondes, il est peut-être maillot jaune encore pour 10 jours, quoi. Lui, au moins une semaine, quoi. Le malheur de Zabriskie fait le bonheur de Sheryl Crow et de Lance Armstrong. Son équipe Discovery Channel a couvert l'épreuve contre la montre à la vitesse moyenne de 57 km/h 320, un record. Sur la ligne de Blois, Armstrong et ses 8 compagnons de route devancent l'équipe de Zabriskie de 2 petites secondes. La chute a fait la différence. Armstrong récupère son maillot favori. Nous allons peut-être garder le maillot jaune quelques jours, mais nous sommes aussi prêts à nous en séparer pour faire porter le poids de la course à quelqu'un d'autre. En attendant, Lance Armstrong a apprécié à sa juste valeur le premier maillot jaune de son dernier Tour de France. Cinéma, la sortie demain de la super production hollywoodienne de l'été, La Guerre des mondes de Steven Spielberg, inspiré du roman de Wells, à l'histoire d'une invasion extraterrestre avec Tom Cruise en tête d'affiche. Marie-Jo Jouan, Bernie Merriot. Tu vas avoir envie de regarder autour, mais tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Comment une petite fille pourrait-elle imaginer une extermination en règle de la planète par des extraterrestres surgis des entrailles de la Terre?
se passe? La journée ordinaire d'un père divorcé et de ses 2 enfants qui tournent au pire cauchemar. Leur voyage en enfer pour survivre. Virage à 180 degrés, oubliez le gentil E.T., voici l'apocalypse selon Spielberg. Ou plutôt selon Herbert George Wells, dont il s'inspire ici, La guerre des mondes, le récit original, écrit en 1898, alors que les Anglais avaient une peur bleue du Kaiser. Un roman dont l'actualité renaît à chaque peur d'une invasion. Celle qu'Orson Welles avait des nazis en 1938. La guerre des mondes devint feuilleton radiophonique, tellement réaliste qu'il provoqua des scènes de panique aux États-Unis. À 7 ans, Spielberg découvre l'adaptation faite au cinéma. C'est en 1953. Cette fois-ci, c'est la peur du communisme. Dans sa guerre des mondes, c'est une autre peur qui est cristallisée. D'une certaine façon, la guerre des mondes se fait l'écho des peurs d'aujourd'hui, liées au terrorisme, à la suite de ce qui est arrivé au monde le 11 septembre. L'histoire d'une société qui doit tout à coup se battre pour sa propre survie, avec au cœur la famille et son unité. Steven et moi, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, on a décidé de dédier le film à nos enfants. C'est une dédicace très personnelle à nos enfants respectifs. Car fidèle à sa morale, Spielberg nous parle aussi d'un père qui deviendra un héros pour sauver ses enfants. Les extraterrestres n'ont qu'à bien se tenir. Avant de refermer ce journal, retour dans le Var pour un dernier point sur cet incendie très puissant qui a bloqué tout l'est du département pendant une partie de la journée. Apparemment, Nathalie Jourdan, les nouvelles sont plutôt rassurantes ce soir. Oui, plutôt rassurante. La situation s'est nettement améliorée puisque les pompiers viennent de nous l'annoncer il y a quelques instants. Le feu est maîtrisé. Les 500 hommes déployés sur le terrain vont néanmoins rester sur place, bien sûr, pour continuer à noyer l'incendie. Pour autant, on a autorisé les personnes évacuées, les 10 000 personnes évacuées, à regagner les campings. Et dernière bonne nouvelle, la ligne à haute tension qui avait été coupée et qui privait 45 000 foyers d'électricité, eh bien cette ligne vient d'être rétablie. Merci Nathalie pour ces toutes dernières informations. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h55, une comédie XXL avec Gérard Depardieu et Michel Boujna. Minuit et demi, dernier journal, Laurence Piquet. Un rappel donc dès 3h du matin, édition spéciale JO autour de Daniel Bilalian. Dès 6h30 Télématin, dans la 4 vérités, Gérard Leclerc recevra en duplex de Singapour le ministre des Sports Jean-François Lamour. Et on se quitte sur ces images d'une couvée de pitons albinos nés dans une école. Les parents sont les mascottes de cet établissement lituanien et ce sont les élèves qui vont s'occuper de la vingtaine de serpents, une lourde tâche puisque dans quelques semaines ils atteindront tout de même 5 mètres de long, pèseront 40 kilos chacun et vivront au moins jusqu'à 50 ans. Il y a du travail. À demain.